Dans l'univers de Solo Leveling, les chasseurs de rang S et de rang Nation sont mis sur un piédestal. Ils sont le pinacle de la puissance. Rien ni personne ne peut les vaincre. Et si je vous disais qu'il existe en réalité des combattants dont les pouvoirs sont largement supérieurs, des êtres qui sont nés des ténèbres et qui ont une puissance pouvant littéralement détruire le monde. Nous allons parler aujourd'hui des 9 monarques de l'univers de Solo Leveling. Qui sont-ils? Quels sont leurs pouvoirs? Et surtout, qui est le plus fort d'entre eux? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Solo Leveling. On va parler aujourd'hui d'êtres extrêmement puissants, les monarques. On va voir leur histoire et on va les classer du plus faible au plus fort. Prochainement, je pense faire des vidéos sur Fire Force, Dandadan, Gashiakuta et Sakamoto Days. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir sur la chaîne. D'ailleurs, on a passé les 100K la team, merci beaucoup pour votre soutien. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Bonjour Doudou Reviews. Pour célébrer la sortie de Thunderbolt par Marvel Studios, Marvel Strike Force vous met au défi de réaliser l'équipe de super-héros et de super-vilains parfaite pour réaliser une mission secrète. Assembler ma team parfaite de super-héros où je peux en plus inclure des méchants? Ah, faut pas me le demander deux fois. Mais avant tout, qu'est-ce que Marvel Strike Force? C'est un RPG mobile en escouade dans lequel vous affrontez les plus grandes menaces de l'univers aux côtés de vos super-héros et même super-vilains préférés. Recrutez des personnages issus de tout le multivers. Iron Man, Wolverine, Venom, Spider-Man et bien d'autres encore. En plus des campagnes, du Blitz et de l'arène, il y a des guerres d'alliance, des batailles massives en alliance, des raids ou encore des creusets cosmiques, c'est-à-dire un tournoi en PvP contre d'autres joueurs. L'équipe parfaite pour moi serait composée de Yelena avec son burst insane, Red Guardian le tank solide, Ghost pour sa mobilité, Bucky pour ses gros dégâts et enfin Taskmaster qui serait le stratège du groupe. Ce que j'aime c'est que tous ces persos ont un passé à effacer et dans le jeu c'est exactement ce qu'ils font, c'est un peu une quête de rédemption. Et vous la team, je vous mets au défi de faire une meilleure équipe. Pour célébrer la sortie de Thunderbolts, Marvel Strike Force offre 5 personnages super puissants gratuitement. Utilisez le code promo Tonnerre pour débloquer les 5 héros suivants avec 100 fragments de personnages chacun. Ce n'est pas tout, si vous êtes nouveau sur le jeu, vous pouvez débloquer jusqu'à 17 héros gratuitement en seulement 30 jours. Donc n'attendez pas la team et allez télécharger Marvel Strike Force, vous pouvez scanner le QR code ou aller sur le lien en description de la vidéo. Pour comprendre le pouvoir des monarques, parlons d'abord de l'être absolu. Il y a très longtemps, dans un autre monde, il n'existait que la lumière et les ténèbres. Durant ces temps anciens, il existait un être absolu qu'on pourrait appeler Dieu. Cet être absolu était si puissant qu'il était capable de créer des êtres divins avec une grande puissance. Un jour, il décide de diviser la lumière pour créer des êtres appelés les émissaires de Dieu. Dans le même temps, il divise les ténèbres pour créer des êtres appelés les monarques. Les monarques, issus des ténèbres, ont été créés pour détruire le monde. Et les émissaires, issus de la lumière, ont été créés pour le protéger. Les émissaires et les monarques, ayant deux raisons d'être opposées, ont directement mené une guerre pour imposer leur hégémonie. Seulement, aucun des deux camps n'arrivait à vraiment prendre l'avantage. Les émissaires ont fini par être épuisés par cette guerre sans fin. Ils finissent alors par demander à l'être absolu de les aider à y mettre fin. Mais l'être absolu décida de ne pas répondre à cette demande. Cette guerre en réalité était une distraction pour lui. Les émissaires comprennent alors que leur créateur aimait les voir combattre. Ils ne voulaient pas que cette guerre se termine. Tant que l'être absolu sera en vie, la guerre ne s'arrêtera jamais. Les émissaires décident alors de tuer leur père. Mais un des émissaires était contre ce plan. Son nom était Ashborn. Il ne souhaitait pas se retourner contre son créateur. Mais face à tous les autres émissaires, il n'a pas fait l'enfeu et s'est fait vaincre, laissé pour mort. Mais au seuil de la mort, Ashborn réalise que l'être absolu avait caché en lui un pouvoir extrêmement puissant. Avec cette nouvelle capacité, il a réussi à réveiller des soldats des ombres pour l'aider à combattre. Lorsque Ashborn est arrivé, l'être absolu avait déjà été assassiné par les émissaires. Après avoir tué leur créateur, les émissaires deviennent alors des dieux et se font désormais appeler les dirigeants. Les dirigeants reprennent donc leur combat contre les monarques. Pour enfin en finir avec cette guerre, ils utilisent des objets contenant les pouvoirs de l'être absolu pour attaquer les monarques et assurer leur victoire. Grâce à ces armes, ils réussissent à en capturer un, Legia. Legia est le premier monarque dont nous allons parler. Il est le roi des géants et le monarque du commencement. On ne l'a pas vraiment vu combattre au maximum, c'est pour cette raison qu'il est aussi bas dans le classement. Legia a été capturé assez rapidement par les dirigeants, ce qui suggère qu'il n'est pas si puissant. Mais dans un sens, cela pourrait aussi suggérer que c'est l'un des plus puissants, les dirigeants ayant voulu le capturer au plus vite. Il s'en serait directement pris à lui, car il aurait un pouvoir pouvant complètement inverser la tendance de l'affrontement. Ashborn précise même que la capture de Legia a directement causé un choc dans la balance de puissance entre les monarques et les dirigeants. Donc à tout moment, Legia en fait, c'est un des plus forts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, il semble être un monarque très rusé. Dans le chapitre 137, lorsque Jinwoo fait face à Legia, ce dernier est ravi car il est persuadé
persuadé qu'il va enfin être libéré. Il explique que si Jinwoo le libère, il l'aidera dans la guerre qui est sur le point d'éclater. Pour appuyer son propos, il utilise un sort qui l'empêche de mentir à Jinwoo. Jinwoo se dit alors qu'il ferait mieux de transformer Legia en soldat des ombres pour s'assurer que ce dernier ne le trahisse pas. Mais les monarques et les dirigeants possèdent des corps astraux. Par conséquent, leur corps est détruit lorsqu'ils meurent. Cela les empêche donc d'être transformés en ombre. Donc Jinwoo ne peut pas transformer Legia en ombre. Le monarque tente alors de convaincre Jinwoo. S'il le libère, il assure qu'il deviendra son allié. Mais Jinwoo ne se fait pas avoir. Il remarque qu'il y a une pierre dans le cou de Legia qui l'oblige à tuer les humains. Lorsque Legia comprend qu'il s'est fait cramer, il tente de tuer Jinwoo. Mais Jinwoo était assez rapide pour esquiver tous ses coups et il réussit à le vaincre en une attaque. C'est dommage parce qu'on n'a pas vu le plein potentiel de Legia libéré. Pourquoi s'appelle-t-il le monarque du commencement? Est-ce que c'est le premier monarque jamais créé? Mystère, mystère. Ensuite, nous avons Tarnak, le monarque d'acier et le roi des monstres. Tout comme Legia, on ne l'a pas énormément vu à l'œuvre. À en juger par son nom, c'est sûrement le tank au sein des monarques. C'est un combattant résistant et défensif. On le découvre aux côtés d'autres monarques lors du meurtre de Christopher Reed. Ce n'est pas un monarque qui agit seul. Il n'a pas de mal à s'associer avec les autres pour assurer sa victoire. Lorsque le monarque des glaces a contacté les autres monarques pour tuer Jinwoo, Tarnak a directement refusé, expliquant que c'était courir à une mort certaine. D'après lui, c'était plus sage d'attendre Antares, le monarque de la destruction. Lorsque Antares est arrivé sur Terre, Tarnak l'a rejoint et a fait face à Thomas André sur le champ de bataille. Tarnak affirme qu'il peut tuer André en un clin d'œil. Mais malheureusement pour Tarnak, Bélion et Beru se cachaient dans l'ombre d'André. Tarnak a voulu prévenir Antares par télépathie, mais Tux a bloqué la transmission entre les deux. Tarnak, furieux, utilise alors sa forme spirituelle et se transforme en monstre d'acier. Il tente de tuer Thomas André, mais face à Beru et Bélion, il n'était pas de taille. Ils réussissent donc à le vaincre. Il y a un autre monarque qui a refusé la proposition du monarque des glaces concernant Jinwoo. Et il s'agit de Yogumunt, le monarque de la transfiguration. Il explique qu'il ne veut pas finir comme le monarque des flammes blanches, Baran, le roi des démons. Mais on reviendra sur Baran plus tard dans la vidéo. Yogumunt semble être le mage parmi les monarques. La seule chose qu'on sait à propos de ses pouvoirs, c'est qu'il est capable d'ouvrir des portails. Il peut changer et manipuler l'espace. Dans le chapitre 173, Yogumunt essaie d'aider Antares à vaincre Jinwoo en ouvrant des portails ramenant davantage de soldats dragons. Mais ce plan a échoué car la capacité de Jinwoo, peur draconique, a repoussé les dragons et Yogumunt. Cette technique permet à Jinwoo de libérer un cri infusé de mana qui plonge toutes les personnes plus faibles que lui dans un état de désespoir et de panique intense. Après cet événement, la trace de Yogumunt a été perdue à jamais. Après avoir vaincu Antares, Jinwoo a reset le monde de Solo Leveling, le monde est retourné dans le passé et Jinwoo a pourchassé par lui-même tous les monarques. Il a retrouvé Yogumunt et a réussi à le vaincre encore une fois. Il y a deux monarques qui ont coopéré avec le monarque des glaces pour tenter de vaincre Jinwoo. Parmi eux, on retrouve Keresha, la reine des insectes. Keresha est un monarque assez puissant qui a réussi à faire face à Jinwoo. Elle possède une armée d'insectes qui l'aide à combattre, lui permettant toutes sortes de manipulations. Parmi ses utilisations, il y a la nécromancie. Keresha attaque Jinwoo avec une armée de corps qu'elle manipule grâce à ses insectes. C'est un pouvoir intéressant car dans un sens, elle peut aussi contrôler les morts comme Jinwoo. Elle peut créer un nombre infini de zombies qu'elle contrôle avec ses insectes. Keresha peut utiliser son mana pour créer des mains géantes lui permettant d'attaquer son ennemi à longue distance. Même après avoir été grièvement blessée par Jinwoo, elle réussit à reconstituer son corps et elle l'attaque avec son poison. En effet, elle est capable de sécréter un poison extrêmement mortel à partir de son propre corps. Mais comme vous le savez, Jinwoo est immunisée face au poison. Lorsque Keresha combat sérieusement et qu'elle utilise son corps spirituel, elle se transforme en un insecte géant, ce qui booste sa puissance. C'est une personne qui adore combattre, elle n'aime rien à part les insectes. Elle s'est d'ailleurs directement intéressée à Beru. Elle est très puissante, mais Jinwoo a réussi à la trancher complètement, mettant fin à ses jours. Parlons maintenant de Rakan, le monarque des bêtes. C'est un monarque extrêmement puissant qui a été capable de vaincre Thomas André sans problème. Il est arrogant, impulsif et a une vraie soif de sang. Lorsque Baek Yeon-ho s'est retrouvé face à lui, l'aura du monarque des bêtes était si grande qu'il a directement compris l'écart de puissance colossal entre deux. Le monarque des bêtes a aussi la possibilité d'utiliser sa forme spirituelle et il se transforme en bête géante, augmentant sa puissance, sa vitesse et son agilité. Rakan, tout comme Baek, peut se transformer partiellement, ce qui le rend encore plus redoutable. Il était sur le point de tuer Thomas André, qui s'est fait sauver in extremis par Nierman. Mais même ce dernier n'avait aucune chance face à lui. Rakan est vraiment une bête sauvage qui a soif de sang. C'est un des monarques avec la plus grande force brute. Il est très puissant, mais son instinct animal lui permet directement de ressentir si son adversaire est plus fort que lui. Lorsque Jinwoo fait son retour en tant que monarque des ombres, Rakan prend la fuite. Jinwoo réussit à le traquer, mais Rakan se prosterne, suppliant Jinwoo de l'épargner.
dernier. Lorsqu'il comprit que c'était vain, Rakan se transforme dans sa forme ultime et tente d'attaquer Jinwoo, mais il se fait éteindre très rapidement. Ensuite, nous avons le monarque des glaces, Silad, roi des monstres de neige. C'est l'assassin du président de l'association des Hunters, Go Gun-hee. Go Gun-hee était un des réceptacles des dirigeants et c'est pour cette raison que c'était une cible des monarques. Les dirigeants n'apparaissent pas directement dans l'histoire, mais ils ont énormément de réceptacles au sein des chasseurs. On peut citer le père de Jinwoo, Thomas André, Jonas ou encore Christopher Reed. Le monarque des glaces est redoutable parce qu'il est très rusé et qu'il utilise tout à son avantage. On l'a vu littéralement endormir des chasseurs de rang A en claquant des doigts. Lors de son affrontement contre Go Gun-hee, le monarque des glaces a réussi à s'enfuir après l'arrivée de Jinwoo. Il comprend rapidement que Jinwoo pourrait s'avérer être un gros problème pour lui et les autres monarques. Il établit donc directement un plan pour s'allier avec les autres monarques afin d'en finir avec Jinwoo. Il s'allie alors avec le monarque des bêtes et le monarque des insectes. Face à Jinwoo, le monarque de la glace nous montre son incroyable pouvoir. C'est le boss final des utilisateurs de magie de glace. Il peut créer des ouragans, des tornades et des murs avec sa glace. Il a réussi à emprisonner dans sa glace plusieurs ombres très puissantes de Jinwoo. Il peut également créer des armes à partir de sa glace et il peut créer des géants de glace pour combattre. La versatilité de sa technique est juste incroyable. Il est au top autant au niveau défensif qu'offensif. Il peut congeler une armée entière grâce à ses capacités et donc immobiliser plusieurs ennemis puissants en même temps. Et il peut également créer sa propre armée, les golems de glace. Il est également doté d'une vitesse hors du commun, lui permettant de rivaliser avec Jinwoo, qui je le rappelle venait de vaincre Thomas André, faisant de lui le chasseur le plus puissant du monde. Après que Jinwoo ait tué Keresha, le monarque des glaces et le monarque des bêtes ont réussi à vaincre Jinwoo. Si Jinwoo n'avait pas eu deux cœurs et qu'il n'était pas revenu en tant que monarque des ombres, eh bien il aurait très certainement péri après cet affrontement. Après sa résurrection en tant que monarque des ombres, Jinwoo était juste surpuissant. Le monarque des bêtes a fui, laissant le monarque des glaces seul face à Jinwoo. Mais ce dernier n'a pas abandonné pour autant. Lorsqu'il active son corps spirituel, il est vraiment à son prime. Il devient plus jeune et toutes ses capacités sont boostées. Il réussit à créer une tornade de glace géante qui était sur le point de tuer le père de Jinwoo. Mais à ce moment précis, Jinwoo, le monarque des ombres, intervient. Silad tente d'attaquer Jinwoo, mais là ça y est, Jinwoo n'était plus de son niveau. Il réussit à le vaincre et à venger Go Gun-hee. Le monarque des glaces reste un monarque très puissant et c'est pour cette raison qu'il se situe à cette position. Parlons maintenant de Baran, le monarque des flammes blanches. Dans le chapitre 128, lorsque l'architecte révèle le passé à Jinwoo, on découvre que juste après qu'Ashborn ait décimé les soldats des dirigeants, Baran et le monarque des bêtes ont tenté de tuer Ashborn. Mais Ashborn réussit à les vaincre tous les deux. Avant tout, j'aimerais clarifier, le roi démon que Jinwoo a combattu dans le donjon des démons était en fait une copie de Baran créée par l'architecte. Sa copie est plus faible que l'originelle, mais cette dernière était extrêmement puissante, ce qui en dit long sur la puissance du vrai monarque. Il pouvait en créant des portails invoquer plusieurs démons. Baran a la capacité d'envoyer des éclairs à partir de sa bouche qui sont extrêmement rapides et qui anéantissent tout sur leur passage. La copie de Baran a réussi à faire jeu égal avec Jinwoo et c'est grâce à la distraction des îles que Jinwoo a pu prendre l'avantage. Si la copie était si puissante, on peut seulement imaginer la puissance de l'original. Baran peut aussi manifester un corps spirituel, mais on ne l'a jamais vu à l'action. Baran et Rakan avaient été chargés par Antares de vaincre le monarque des ombres. Par conséquent, je suppose que Baran doit être très fort si Antares le pensait capable de vaincre le monarque des ombres. C'est pour cette raison qu'il est à cette position. À la deuxième position, nous avons Antares, le monarque de la destruction. Antares fait son apparition au Canada où il tombe nez à nez avec Jay Mills, un chasseur de rang S. En un instant, Antares anéantit le chasseur avec ses flammes. Il envoie ensuite son armée de dragons qui détruisent tout sur leur passage. Il possède une armée de 10 millions de dragons. Antares est plus puissant que tous les monarques que j'ai évoqués dans cette vidéo. Il est connu pour être le plus fort. Rappelez-vous que Tarnak voulait l'attendre avant d'attaquer Jinwoo. Lorsque Jinwoo fait face à Antares, il réalise que ce sera sûrement le combat le plus difficile de sa vie. Antares peut littéralement se transformer en dragon et sa peau est si résistante que les attaques de Jinwoo n'y faisaient rien. Il possède une attaque appelée le souffle de la destruction qui est sûrement une des attaques les plus puissantes de tout l'univers. Cette attaque cause des dégâts indélébiles. Grâce à l'aide des dirigeants, Jinwoo a réussi à vaincre Antares. Jinwoo à ce moment-là demande aux dirigeants d'utiliser un artefact pour revenir dans le passé afin qu'ils puissent sauver tous ceux qui sont morts durant la guerre. Après cette manœuvre, tous les monarques étaient à nouveau de retour. Mais Jinwoo était prêt cette fois-ci à tous les
les exterminer par lui-même. Jinwo a traqué tous les monarques et les a tous tués jusqu'au dernier. Enfin, on arrive au top 1 de ce classement, mais je pense que vous vous doutez de qui il s'agit. Ashborn et Jinwo, les monarques des ombres et les rois des morts. Après la capture de Legia, Ashborn voit cela comme une opportunité de rejoindre les monarques pour combattre les dirigeants qui avaient tué son créateur. Ashborn rejoint donc les monarques en tant que monarque des ombres. Ashborn était si puissant que les monarques et les dirigeants le craignaient. C'est pour cette raison qu'Antares a demandé à Rakan et Baran de trahir Ashborn. Il savait qu'il était trop dangereux. Ashborn est plus puissant que tous les monarques, pouvant littéralement créer une armée de soldats des ombres, dont certains ont la puissance des monarques. 3 monarques, en combinant leurs forces, n'ont pas réussi à vaincre Jinwo. Tarnak n'a rien pu faire face à Beru et Bélion. C'est pour dire la puissance du monarque des ombres. Les dirigeants eux-mêmes ont fini par plier devant Ashborn, lui demandant pardon. C'est pour dire la puissance colossale de ce dernier. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire votre classement. Dites-moi aussi quel manga vous voulez que je traite sur la chaîne pour les mois à venir. En tout cas, merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.